Bonsoir Moumouni. Oui, bonsoir, Bernard. Alors, tu es actuellement aux États-Unis, tu évolues dans la santé publique et tu es actuellement en année de doctorat dans la prestigieuse école de Johns Hopkins de santé publique. Est-ce que tu peux brièvement nous parler un peu de toi? C'est quoi ton histoire? Alors, je suis médecin de santé publique. Médecin veut dire d'abord que j'ai fait un doctorat en médecine à l'université de Ouagadougou. J'ai ensuite fait un premier master en santé communautaire à l'université d'Indiana en 2015 à travers la bourse Fulbright du gouvernement américain. Et j'ai aussi fait le master de santé sexuelle et reproductive avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Je suis actuellement donc en train de faire le deuxième doctorat de santé, société et comportement. Je suis l'enfant de deux enseignants. Ma mère est institutrice, mon père est ingénieur des eaux et forêts, mais qui enseignait à l'école des eaux et forêts. Donc la passion de l'école, de la connaissance et aussi de l'envie de partager m'ont toujours inspiré à vouloir étudier et ce qui m'a poussé donc à ne jamais me satisfaire de ce que je connais et de ce que je peux apporter. Donc je suis un passionné de l'école du savoir et dès très tôt dès l'enfance, j'ai eu, en fait, ça c'est une histoire très personnelle, mais que je partage avec toi. Hmm. J'avais le palu, j'avais 9 ans, j'avais le palu, on m'a amené à l'hôpital et l'infirmière m'a fait une injection sur le nerf sciatique. Donc j'ai failli perdre Hmm. mon pied droit. Mon pied droit. Hmm. Et il a fallu que je fasse beaucoup de rééducation pendant mon enfance. Et ça, c'était où? C'était Ouaga ou c'était... Bobo Dioulasso. Je suis né Mhm. à Ouaga, mais j'ai grandi à Bobo Dioulasso. Mhm. Lorsqu'on m'a amené lors des séries de rééducation, le rééducateur passait tout son temps à se plaindre des mauvais agents de santé qui détruisaient l'avenir de beaucoup d'enfants que lui, il recevait tout le temps à l'hôpital. Donc, Hmm. je me suis juré de faire la santé, d'apporter des soins de qualité aux populations pour que les enfants n'aient plus à avoir affaire à des mauvais agents de santé. Voici un peu une partie de mon histoire. Waouh, mais à 9 ans déjà, ça veut dire que tu étais très précoce. À 9 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Absolument. Quand tu prends tous mes devoirs de rédaction, dissertation de tout le lycée, j'ai toujours dit que je voulais être médecin. J'écrivais ça partout dans mes rédactions. Waouh, intéressant. Pour revenir un peu à la santé publique, si tu pouvais, est-ce que tu peux nous expliquer en des termes très accessibles, c'est quoi la santé publique? Nous entendons beaucoup parler de la santé publique. Ça veut dire quoi, santé publique, surtout dans le contexte du Burkina? Mais c'est très simple. La santé publique, c'est un domaine dans lequel on essaie de prévenir les maladies. On essaie d'améliorer la santé des populations. Mais pour mieux expliquer, je continue avec mon histoire en te disant que lorsque je suis arrivé en faculté de médecine, dès les deuxième, troisième années de médecine, j'ai commencé à beaucoup me décourager. Et ça, Tu c'était reçois où? à La Ouagadougou, à faculté de l'université de Ouagadougou. Ouagadougou. Ok. Alors, tu reçois à l'hôpital Yalgado un enfant de moins de 5 ans qui arrive pour un palu grave Oui. et qui va mourir. Et tu te rends compte que si ses parents étaient venus une semaine avant, Mhm. l'enfant peut-être allait être sauvé. Et tu vois Mhm. ça tous les jours. Un enfant qui meurt de diarrhée, une fille de 18 ans qui meurt parce qu'elle a tenté d'avorter, ou une femme de 35 ans, 40 ans qui meurt par un cancer du col. Mais on commence à se poser des questions, mais pourquoi on ne peut pas prévenir toutes ces maladies? Mhm. Alors, il y a un domaine de la santé qu'on appelle santé publique, qui Mhm. lui, plutôt que de soigner directement les gens, essaie de prévenir même la survenue des maladies. Mhm. Donc, c'est ça Ok. la santé publique. La santé publique, c'est un art, c'est une science de prévenir les maladies et la vie et promouvoir la santé de façon organisée. Donc, c'est quand on met les communautés ensemble, les sociétés, pour qu'ils puissent réfléchir sur comment
prévenir les maladies. Ok, mais dans ce cas, est-ce qu'on a besoin d'être un médecin pour exercer dans la santé publique ou bien comment ça se passe? Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'être un médecin pour faire de la santé publique. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, il y a des spécialistes de santé publique qui n'ont jamais fait la médecine. Un journaliste peut faire la santé publique. Un géographe peut faire la santé publique. Ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas comment je vais dire, le terrain de chasse du médecin. C'est vrai que chez nous, Hmm, ouais, pendant très longtemps, c'était des médecins qui faisaient la santé publique. Ça commence à changer. Je vois des pharmaciens qui font la santé publique. Je vois des statisticiens qui font la santé publique plus tard. mhm. Donc, ce n'est pas seul. Mais on a des avantages. Quand tu fais la médecine et tu fais la santé publique, il y a un certain nombre d'avantages parce que tu es connecté un peu plus à un certain nombre de choses qui te donnent un certain nombre d'avantages. Ce n'est pas seulement le médecin qui peut faire la santé publique. D'accord, ça c'est très bien compris. C'est-à-dire que les médecins sont beaucoup plus actifs sur le curatif, comment soigner la maladie, et ceux qui exercent dans le domaine de la santé publique sont beaucoup plus focalisés sur la prévention. Oui. Mais Alors, est-ce que, mais est-ce que tous travaillent à l'hôpital ou bien c'est quoi le terrain de jeu de celui qui travaille sur la santé publique? celui qui travaille sur la santé publique, il y a des gens qui travaillent sur la santé publique qui sont dans les hôpitaux, mais ils sont moins nombreux. La plupart sont dans des institutions comme le Mhm, Laboratoire national de santé, comme l'Institut national de santé publique, et qui en fait travaillent avec des chiffres, travaillent avec des données et travaille sur le terrain en essayant d'améliorer l'environnement. Je te donne un exemple concret. Par mhm, exemple, on s'est retrouvé entre-temps à remarquer que vers Koudougou, il y avait beaucoup de cas d'épilepsie et on a mhm, cherché à comprendre pourquoi. Ou mhm. quand on a essayé de rechercher, on s'est rendu compte que c'est lié à une sorte de ténia qui est dans la viande de porc. Et c'est lié au fait que la viande de porc était mal cuite et donc pouvait créer donc des parasites qui s'installaient au niveau du cerveau et qui créaient donc les crises d'épilepsie, de convulsions, etc. Et c'est les santé publicistes qui vont d'abord collecter les données, qui vont faire des analyses et qui vont aider à comprendre ce phénomène et essayer d'aider les populations en faisant du déparasitage, en les apprenant à mieux cuire la viande pour prévenir ces maladies. Par exemple, quand la saison pluvieuse veut commencer, on sait qu'il y aura beaucoup de moustiques et beaucoup de palus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des gens, donner déjà des comprimés à des enfants pour qu'ils soient protégés du paludisme. Les vaccins Hmm. aussi, le travail des santé publicistes de penser et de faire des programmes pour vacciner les populations, ce qui va permettre de réduire les risques d'avoir un certain nombre de maladies. Donc, Mais j'imagine que dans ces conditions, professionnels de la santé publique ne mhm. travaillent pas seuls parce que il m'a tout l'air que vous avez besoin de travailler peut-être avec les autorités ou un certain nombre d'acteurs au niveau de la localité. Vous ne pouvez pas débarquer dans un village comme ça et commencer à parler de santé publique. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des formes de collaboration que vous avez avec les villages, les communes, les régions ou même l'État? Comment ça s'organise? Alors, d'abord, la santé publique c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de la santé publique. Il est responsable D'accord. des actions de santé publique dans le pays. Mhm, Et d'ailleurs, c'est ça son premier rôle, s'occuper de la santé des populations. Pas de la santé des individus, mais de la population. Et mhm, la santé des individus est juste incluse dans la santé des populations. Les médecins qui mhm. soignent, ça c'est la médecine clinique, c'est le curatif. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Par exemple, travailler à ce que les gens aient de l'eau potable. C'est de la santé publique. Mhm. Donc, vous voyez que les acteurs de santé publique ne peuvent pas travailler sans le ministère de l'Environnement, par exemple. Travailler à ce que les gens aient une bonne alimentation, c'est aussi de la santé publique, puisque si quelqu'un n'est pas bien nourri, il va tomber malade. Mais en réalité, système de santé a pour première mission la santé de la population, mais quand on va dans la définition réelle,
publique englobe, la définition de la santé englobe beaucoup de choses. C'est un bien-être physique, mental et social qui ne se limite pas seulement à l'absence de maladie. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne présentes pas des signes que tu es en bonne santé. Ça va au-delà. Ouais. Donc, pour que les populations soient en bonne santé, il faut une convergence de spécialistes, une convergence d'acteurs. C'est pour qu'on dira que c'est intersectoriel. Donc, nous savons que l'éducation influence la santé des populations. Nous savons que manger influence la santé de la population. Nous savons que la qualité de l'eau influence la santé de la population. Que l'environnement dans lequel quelqu'un vit aussi influence sa santé. L'acteur de santé publique, c'est celui qui pourra miser sur la spécialité et le travail des autres pour répondre aux questions qui vont améliorer la santé de la population. Si par exemple je vais dans un endroit où ils utilisent des pesticides pour faire l'agriculture, je pourrais dire que l'utilisation des pesticides va conduire à des maladies respiratoires, va conduire à des cancers comme des cancers du sang, va conduire à aussi la destruction de votre sol, ce qui va faire que les productions agricoles ne seront pas bien et ça va impacter votre santé. Si je prends mon village, je suis de Djerma qui est dans le Boulgour. Les femmes produisent de l'oignon au bord de l'eau. Oui. Et elles utilisent des pesticides. Quand tu arroses, de ruissellement repart dans le fleuve et tue les alévins, donc les petits poissons vont fuir pour aller ailleurs. Au fil des années, si tu prends les 10, 20 années passées, la quantité de poissons qu'on produisait chez nous est en train de significativement baisser. Ça, c'est le travail santé publiciste peut travailler avec des spécialistes de la pêche et pisciculture, avec des spécialistes de l'agriculture, trouver des réponses aux problèmes que nos populations rencontrent. Nos populations utilisent des pesticides parce qu'il y a des vers, il y a des parasites qui viennent détruire leurs semences. Donc, il faut trouver la réponse à ça sans détruire leur vie et leur santé. Donc, est-ce qu'on peut trouver des pesticides bio? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions qui vont éviter la catastrophe qui est en train d'arriver? C'est ça aussi une partie du travail du spécialiste de santé publique. Mais dans ce cas, généralement, pour reprendre le cas de votre village, de ton village, j'imagine que comment est-ce que tu arrives à faire passer ton message? Comment est-ce que tu arrives à te faire écouter? Ou comment est-ce que tu arrives à convaincre les gens d'accepter ta version des faits, surtout auprès des couches vulnérables, les personnes vulnérables de la société, qui parfois n'ont pas le choix parce que ils peuvent se dire que euh, toi, tu parles pour demain, alors que eux, ils se battent pour aujourd'hui, pour avoir à manger aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais cette réconciliation? Comment est-ce que tu arrives à convaincre, par exemple, des couches vulnérables qui doivent satisfaire leurs besoins d'aujourd'hui sans compromettre les besoins de... C'est une question existentielle que tu poses qui commence au cœur d'un partenariat que nous construisons avec les communautés. Déjà, il faut savoir que quand on parle de santé publique, il y a beaucoup de domaines à l'intérieur. Il y a les biostatisticiens qui utilisent des chiffres, il y a des géographes de la santé. Moi, je suis spécialiste de santé communautaire et comportementale. Donc, dans mon travail, c'est justement de me connecter avec les communautés pour les amener à comprendre c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine leur santé, quels sont les éléments dans leur environnement, quels sont les éléments dans leur comportement qui font qu'ils tombent malades ou bien qui font qu'ils seront en bonne santé. Nous partons, quand je vais dans une communauté, je vais avec la première règle, c'est l'humilité. D'accord. Tu as dit tout à l'heure comment leur faire accepter ma version des faits. C'est pas comme ça que je procède. Il y a une version que nous devons construire ensemble. Ok. Et je vais avec beaucoup d'humilité. C'est vrai, les connaissances médicales et modernes et tout, mais je suis conscient que ces gens dans leur village ont aussi des connaissances très riches, des connaissances particulières qui pourraient les aider à améliorer leur propre santé. D'ailleurs, ils n'ont pas eu besoin de moi pour vivre depuis des centaines d'années jusqu'au moment où je rentre en contact avec eux. Donc,
si je ne pars pas avec humilité, si je pense que je vais pour prêcher la vérité à des gens qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, alors j'ai déjà échoué. Donc Hmm. la première des choses, c'est d'aller et d'essayer de comprendre comment ils vivent, de comprendre leur culture, leur histoire et leur façon de voir le à travers des échanges avec des individus, le chef du village, les leaders d'opinion que eux-mêmes ils vont me présenter, mais aussi à travers des focus groups, c'est-à-dire des rencontres avec des groupes de jeunes, des groupes de femmes, des groupes de vieux, des leaders religieux, des leaders traditionnels, le chef de terre, les tradis praticiens. Je vais partir, par exemple, rencontrer le tradit praticien et Ok. échanger avec lui sur une maladie que j'ai identifiée. Supposons par exemple que c'est le palu. Je vais chercher à savoir c'est quoi, comment vous comprenez le palu, comment vous le soignez ici, Ok. Ok. D'accord. communauté. L'ensemble de ces informations me permet de faire une sorte de biographie de cette communauté. Qui sont les gens légitimes? Qui sont les gens qu'ils écoutent? Avec qui je peux collaborer pour créer une compréhension commune d'un problème que nous avons pu identifier. Et tu vois, je peux aller dans une communauté. Moi, je viens pour essayer de lutter contre le paludisme parce que dans le district sanitaire, nous avons identifié que dans ce village, le taux de mal, les cas de palu et les décès par paludisme sont élevés par rapport aux autres villages ou par rapport aux autres zones du Burkina. Mais je peux venir avec ça en tête et j'arrive, les gens du village me font comprendre que ça ne fait pas partie de leur priorité. Les gens du village peuvent me dire même que les décès, ce n'est pas le palu, c'est lié à la sorcellerie, c'est lié à autre chose. Et c'est là que nous commençons vraiment des échanges, discussions, pour essayer d'aboutir à une compréhension commune d'un phénomène. C'est sur les fils et les filles du village que l'intervention va se construire. Parce que justement, Hmm. si je n'arrive pas à leur faire adhérer à une vision qui est consensuelle entre ce que eux ils savent, ce qu'ils font et ce que moi je sais, ce que je fais, nous n'allons pas aboutir à un projet qui peut réussir. C'est Donc, intéressant, la notion de compréhension commune du phénomène ou du problème dans le village. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que dans ton parcours au Burkina, est-ce que tu peux nous parler d'un projet de santé publique auquel tu as contribué ou auquel tu as travaillé au Burkina Faso, dont tu es très fier? oui, absolument. La première action que j'ai commencé avec d'autres amis étudiants en médecine était quand j'étais étudiant. L'hôpital Yalgado, c'était intenable de recevoir des malades qui viennent, parfois qui ne peuvent même pas payer 300 francs pour les premiers soins. Des femmes qui venaient avec des enfants de moins de 5 ans qui mouraient, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Nous avons, avec des amis, l'association des étudiants en médecine. Nous partions dans les églises, mosquées, marchés, villages pour communiquer avec les populations sur la santé, sur comment faire pour éviter des maladies. Et cette association, depuis 2007, est encore active aujourd'hui. Elle est présente sur toutes les facultés de médecine du Burkina Faso et fait de merveilleuses choses. Cependant, plus j'avançais dans les études, plus j'ai compris qu'il ne suffit pas de dire aux gens ce qu'il faut faire pour qu'ils le fassent. Connaître, c'est bien. Savoir que les moustiques est responsable de paludisme, c'est bien. Savoir que déféquer dans les toilettes plutôt que déféquer dans la nature, c'est bien. Mais si la personne n'a pas de latrine, à quoi ça sert qu'il sache que c'est bon de déféquer dans les latrines? Si savoir était suffisant, savoir pouvait faire changer les comportements, il n'y aurait jamais de médecins qui fument parce que les médecins qui fument savent que la cigarette tue, savent que la cigarette donne des maladies cardiaques, des cancers de poumons et donne beaucoup de cancers. Et d'ailleurs, quand tu parles avec des gens qui fument, ils vont te dire oui, je sais que ça tue, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Mais ils continuent de fumer. C'est même ça qui m'a amené vers les sciences comportementales pour apprendre qu'est-ce qui fait que les gens se comportent comme ils le font. Et en 2012, j'avais fini la médecine. J'ai rencontré un étudiant en médecine, justement de l'association des étudiants en médecine. Lui, il était américain. On s'est rencontrés en Inde
Moi, j'étais responsable de l'association des étudiants en médecine du Burkina. Lui, il était vice-président de l'association des étudiants en médecine des États-Unis. Et nous avons parlé de comment les étudiants, déjà avant même d'être médecins, peuvent influencer la santé de leur village, la santé de leur communauté. De fil en aiguille, en parlant avec ces enseignants, nous avons commencé le modèle des clubs de santé. Et d'ailleurs, comme tu parles de fierté, aujourd'hui, le modèle des clubs de santé communautaire est le modèle national du Burkina Faso qui est appelé les LAFITON. Wow. Donc, c'est une fierté incroyable, c'est une joie immense que l'approche des clubs de santé communautaire soit aujourd'hui le modèle national. Et c'est un modèle qui a montré sa preuve au Burkina Faso, qui a montré sa preuve en Éthiopie, au Burundi, au Rwanda, au Zimbabwe, en Haïti, dans plusieurs pays où justement on a fini par comprendre qu'on ne peut pas améliorer la santé d'une communauté sans la participation de cette communauté. Santé communautaire sont un espace de dialogue concret dans un village. À travers les entretiens, les enquêtes et tout le travail de recherche, on arrive à créer cet espace-là. C'est un espace de dialogue. C'est un espace d'apprentissage, mais aussi un espace de solidarité. Et quand on va dans un village, on crée par exemple le nombre de quartiers, le nombre de clubs qu'il faut. Et ces gens-là vont se rencontrer régulièrement pour parler de leur santé, pour parler de la situation du village, pour parler de leurs difficultés, parler surtout de leur destin. Qu'est-ce que nous, en tant que village, on peut faire pour sortir de la misère dans laquelle nous sommes? Et ça me ramène à répondre à ta question, comment amener les gens du village à se dire que je dois répondre à mes besoins d'aujourd'hui sans oublier mes enfants, mes petits-enfants et l'avenir. Ça se fait à travers un cadre de dialogue. Les gens dans les villages ne sont pas stupides. Ils ne savent peut-être pas les conséquences lointaines de ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils ne sont pas insensibles à l'avenir de leurs enfants. Il faut trouver l'espace pour en parler. Et à travers les clubs de santé communautaire, on arrive à trouver l'espace pour parler. Est-ce que au niveau de la santé publique, est-ce qu'il y a des passerelles de coopération ou de collaboration avec les tradis praticiens, par exemple? Alors, oui, le ministère de la Santé a même une direction de la santé médecine traditionnelle, ce qui est très très louable. Il faut féliciter énormément cela. Et elle se développe, la collaboration avec la médecine traditionnelle se développe de plus en plus. Et il faut dire cependant que ça doit être bien codifié et que cette collaboration soit mieux organisée pour le bonheur de nos populations. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est très clair que le désert médical, c'est comme ça qu'on appelle, l'absence justement des acteurs de santé dans certaines zones, fait que les tradis praticiens sont les ressources vers lesquelles les populations rurales se retournent quand elles sont malades. Mais ce n'est pas seulement l'apanage des populations rurales. Même à Yalgado, parfois tu rentres et sous le lit des patients, ils ont des décoctions, ils ont des médicaments des tradis praticiens parce que ça fait partie intégrante de nos croyances et de la façon dont nous concevons le monde. Une tenter de discréditer ce que font les tradis praticiens ou de balayer du revers de la main ce qu'ils font. Ils sont des acteurs essentiels et près au moins 40% et même plus des patients vont vers les tradis praticiens avant de venir chez nous ou bien après être passés chez nous. Ce qui fait que c'est très louable l'effort que fait le ministère de la Santé de créer des passerelles de collaboration avec les tradis praticiens. Et il faut savoir que ils ont des sciences ancestrales très lointaines à travers les plantes et tout qui peuvent servir à améliorer la santé de nos populations. Mais quand c'est pas bien encadré, les charlatans sont là. Quand c'est pas bien encadré, il y a beaucoup d'erreurs. Vous savez, il y a des gens même qui vont payer des médicaments à la pharmacie, ils écrasent avec du charbon dans des châssis et vendent en disant qu'ils ont des médicaments contre le diabète et tout ça. Ça, c'est connu, c'est des faits. C'est malheureux, mais c'est fait. Mais il y a aussi de très bons exemples
où les tradis praticiens ont des plantes qui aident énormément à la santé. D'ailleurs, il y a eu un étudiant en pharmacie qui, lors de son stage rural dans un village je crois que c'est vers le Kénédougou, a vu qu'il y avait une population qui savait utiliser des plantes pour soigner des crises panocytaires. Et a présenté ces plantes-là à ses enseignants, etc. Et le Burkina Faso a pu mettre en place un médicament qu'on appelle le FACA, qui est assez bien, en tout cas, selon les retours que j'ai et selon certaines études qui ont été menées. C'est un produit qui est très utile et utilisé pour les crises, pour les patients qui ont la drépanocytose. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a le pharmacien Dakio qui utilise la science de la médecine traditionnelle et aussi la phytothérapie pour produire des médicaments. La passerelle doit être agrandie, doit être modernisée en utilisant des savoirs de recherche moderne pour que les produits, par exemple, savoir la plante qui a été utilisée pour soigner telle maladie, quel est le principe actif qui est en jeu, comment l'extraire et l'industrialiser. Mais bien sûr, la collaboration du praticien avec toute la démarche juridique qu'il faut afin qu'il puisse vivre, lui et sa descendance, de son savoir. C'est là que tout se passe. L'absence de confiance entre parfois les praticiens et les gens de la médecine moderne. Parfois aussi, les gens de la médecine moderne ont tendance à sous-estimer le potentiel de la médecine traditionnelle. Et c'est vraiment, à mon avis, malheureux. Et ça doit changer pour le bonheur de nos populations. Ouais, Former les ça c'est vrai. praticiens, par exemple, pour qu'ils puissent identifier les signes de danger dès le départ, pouvoir orienter les malades très tôt vers les centres de santé s'ils identifient ces signes de danger-là. Ça peut permettre de sauver énormément de vies. Et je pense qu'on doit aller dans ce sens. Oui, effectivement, si ces deux mondes pouvaient bien communiquer et se partager les savoirs, cela permettrait de sauver des vies au Burkina Faso. Pour revenir à toi, Imhotep, aujourd'hui, tu es à Johns Hopkins, qui est l'une des meilleures écoles de santé publique au monde. Et je crois que tu es le premier Burkinabé, ou du moins l'un des Burkinabés, à avoir accès à cette institution. Cela te met sur un piédestal et il y a beaucoup de jeunes qui te regardent comme étant un modèle et qui veulent suivre ton exemple. Si tu devais leur donner des conseils, si tu devais parler à ce jeune bachelier qui rêve de vouloir devenir demain un professionnel de la santé publique, quel conseil pourrais-tu lui donner? Je commencerai par lui dire de croire en ses rêves et de se dire que c'est possible. Je ne suis pas le premier Burkinabé. J'ai croisé quelques aînés. C'est vrai que c'est le fait même de ne pas être une université francophone fait que la plupart des Burkinabés s'orientent peut-être vers la France, la Belgique, etc. ou le Canada. Voilà. Cependant, je commencerai par lui dire de croire en ses rêves. La première fois que j'ai entendu parler de l'université Johns Hopkins, c'était en 2013 à travers la conférence internationale de la Fédération internationale des étudiants en médecine. Quand on est venu visiter Johns Hopkins, mais on m'a dit que l'accès était très, très, très difficile. La scolarité est hors de portée. Je savais que si je me donne les moyens de discipline, si je crois assez en moi, je peux construire le profil qu'il faut pour avoir accès à cette université ou à une université de haute qualité. La discipline, croire en soi et savoir que la réussite n'est pas un événement, c'est un processus. Dès les années 2005, j'avais déjà conscience que je veux étudier dans des grandes universités, particulièrement en anglais. J'ai commencé à me discipliner et à apprendre l'anglais personnellement. J'ai acheté des livres, je faisais des exercices les soirs et j'écoutais des audios en anglais. Mais la plupart de ceux que je connaissais trouvaient que c'était une perte de temps, trouvaient que en fait, c'est inutile. Tu es un francophone, qu'est-ce que tu veux faire avec l'anglais, etc. Et donc, plutôt que de m'amuser, etc., s'amuser fait partie aussi de la vie, c'est important, mais plutôt que de me disperser, je savais que apprendre l'anglais
Je savais qu'apprendre un certain nombre de choses, de leadership depuis la jeunesse, participer à des organismes, de développer ma personnalité. S'engager dans la lecture est aussi un élément essentiel. Discipline, vision dans le long terme, ce qui me fait refuser un certain nombre de plaisirs du moment pour me focaliser sur le futur. Rencontrer le monde. Je suis allé dans plusieurs pays du monde à travers l'association des étudiants en médecine. Ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a créé un réseau international. Déjà quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant en médecine. Donc j'inviterai les jeunes aujourd'hui qui sont étudiants en médecine, qui sont même pas étudiants en médecine, qui veulent évoluer dans une carrière de haut niveau, de savoir que ça se prépare quand ils sont jeunes. Participer à des associations comme la Jeune Chambre Internationale, Lions Club, de quartier, GEC, etc. font partie intégrante des éléments de votre formation en tant qu'individu qui va faire face à une société. Et donc, en apprenant l'anglais, en lisant les livres de développement pour comprendre mieux ma personnalité, parce que ça aussi c'était très important. J'avais une question essentielle qui était qui suis-je? Comment suis-je défini? Par ceux qui savent, ceux qui ont déjà étudié les personnalités, donc des livres de psychologie. Je pourrais peut-être à la fin donner des listes de livres que je suggérerais que quelqu'un qui veut vraiment lire puisse lire et apprendre. Chacun a une liste donnée, mais voilà, j'ai la mienne. Et en lisant, en me frottant aux autres, en participant aux activités associatives, j'ai pu me forger une personnalité. J'ai pu renforcer ma passion pour le service de l'humain. Servir les autres, être à l'écoute des autres, vouloir répondre, vouloir trouver des solutions aux problèmes de notre société, de nos communautés. Voici ce qui a forgé ma personnalité et ma quête vers l'excellence. Bien sûr, il faut aussi travailler bien à l'école, mais j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, travailler bien à l'école ne suffit pas. Moi, dans mon parcours, les gens aujourd'hui ont dit, ah, docteur Niaoune a un parcours brillant, etc. Je suis en train de faire un deuxième doctorat, j'ai fait des masters, j'ai un doctorat en médecine. Mais ça surprend chaque fois mes étudiants quand je leur dis, j'ai déjà redoublé des classes dans mon parcours. Ça les désarme. Ils se disent, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Je dis, redoubler, ce n'est même pas mauvais lorsque ça t'apprend à mieux te préparer pour être plus fort. Doubler une classe peut être... je dis ça parce que j'ai envie aussi que le jeune qui m'écoute sache que l'échec fait partie de la vie. Sache que des épreuves vont arriver et que ce n'est pas tout beau, tout brillant, tout clinquant, que c'est un ensemble d'obstacles, de hauts et des bas, de chutes, et que ce n'est pas le résultat aujourd'hui, me voir à l'université Johns Hopkins, qui doit attirer son attention le plus, mais c'est de regarder quel a été le parcours. Moi, il m'arrivait d'aller au village pendant les vacances, aller dans les mosquées, parler de l'hypertension, parler de pourquoi c'est dangereux de consommer le sel, parler de pourquoi il faut dormir sous moustiquaire, aller dans les marécages avec les femmes pour voir comment elles produisent leurs oignons, pour voir comment elles sont organisées et leur parler. Et c'est tout ça contribuer justement à faire de mon profil un profil particulier et faire en sorte que justement je sois accepté pour faire le Fulbright et ensuite faire l'université de Londres et aujourd'hui faire Johns Hopkins. Wow, c'est un parcours qui mériterait que tu reviennes encore dans ce podcast pour nous en dire davantage et surtout qu'on aborde d'autres aspects de la santé publique. Docteur, je voudrais te dire un grand merci. Merci pour ton temps et merci surtout pour ces messages à l'adresse de la jeunesse burkinabé, des jeunes burkinabés qui rêvent de suivre ton parcours. Merci et bon courage à toi et bonne suite pour finir tes études et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité, le plateau qui m'a offert. C'est gentil. À bientôt.